Imaginez un instant que dans votre cuisine, là où vous préparez vos repas de tous les jours, là où vous faites vos courses chaque semaine, se trouvent des aliments capables de reprogrammer des cellules cancéreuses, d'éteindre les mécanismes inflammatoires qui alimentent les tumeurs et de renforcer les défenses naturelles de votre corps contre l'une des maladies les plus redoutées du XXIe siècle. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de la pseudomédecine. C'est une réalité qui émerge depuis plusieurs décennies dans les laboratoires de recherche en oncologie nutritionnelle, une discipline encore jeune, mais dont les résultats commencent à ébranler des certitudes ancrées depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage au cœur de la science de l'alimentation anti-cancé. Nous allons décortiquer, aliment par aliment, les mécanismes biologiques qui font que certains composés naturels agissent comme de véritables agents thérapeutiques. Nous allons voir pourquoi votre assiette quotidienne peut être, selon ce qu'elle contient, soit un terrain qui favorise la croissance des cellules anormales, soit un environnement hostile à leur développement. Mais avant tout, une mise en garde fondamentale et non négociable, rien de ce que je vais vous dire ne remplace un traitement médical. L'alimentation anti-cancé n'est pas une alternative à la chimiothérapie, à la radiothérapie ou à la chirurgie. C'est un complément puissant, un levier de prévention d'une part, et un soutien à la biologie du corps d'autre part. Si vous êtes actuellement en traitement, parlez de tout changement alimentaire avec votre oncologue. Ce que nous allons explorer ici, c'est avant tout la prévention primaire et le renforcement du terrain biologique, alors commençons. Et commençons par là où tout prend son sens, la biologie du cancer elle-même. En partie 1, nous allons comprendre la biologie du cancer pour mieux le combattre par l'alimentation. Le cancer n'est pas une maladie unique. C'est une famille de maladies, plus de 200 formes différentes qui partagent tout un dénominateur commun. Des cellules qui ont perdu leur programme normal de division, de différenciation et de mort contrôlée. Dans un corps sain, chaque cellule obéit à un code très strict. Elle se divise quand on lui en donne le signal, elle se spécialise dans une fonction précise, et elle meurt selon un processus programmé qu'on appelle l'apoptose. C'est une forme de suicide cellulaire, ordonné, propre, utile à l'ensemble de l'organisme. C'est le cycle de la vie cellulaire, et il fonctionne à merveille depuis des millions d'années. Dans une cellule cancéreuse, ce code est corrompu. Elle se divise sans permission. Elle refuse de mourir. Et elle commence à produire ses propres signaux de croissance, en court-circuitant les mécanismes de contrôle qui existent normalement. Elle recrute des vaisseaux sanguins pour se nourrir, c'est ce qu'on appelle l'angiogenèse tumorale. Et dans les stades les plus avancés, elle migre vers d'autres organes pour y créer de nouvelles colonies, ce qu'on appelle les métastases. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Une tumeur solide met en moyenne 10 à 15 ans à devenir cliniquement détectable. Cela signifie qu'il existe une fenêtre immense, une décennie et demie, pendant laquelle le terrain biologique peut être modifié. C'est précisément là qu'intervient l'alimentation. L'inflammation chronique, le feu silencieux qui nourrit le cancer, l'un des mécanismes les plus centraux qui relient l'alimentation au cancer, c'est l'inflammation chronique. Quand votre corps est soumis à une agression, une infection, une blessure, il déclenche une réponse inflammatoire, chaleur, rougeur, douleur, gonflement. C'est une réponse normale, protectrice et surtout temporaire. Le problème survient quand cette inflammation devient chronique, sourde, permanente. Les chercheurs appellent ça l'inflammaging. Un mot valise qui fusionne inflammation et aging, c'est-à-dire vieillissement. Cette inflammation de bas grade, souvent invisible dans les bilans sanguins standards, crée un micro-environnement favorable à la transformation cancéreuse des cellules. Elle perturbe la signalisation cellulaire, endommage l'ADN de façon répétée et favorise la survie des cellules qui auraient normalement dû mourir. Et qu'est-ce qui alimente cette inflammation chronique? Avec en grande partie notre alimentation moderne, les sucres raffinés, les acides gras trans, les huiles végétales industrielles riches en oméga 6, les produits ultra transformés bourrés d'additifs. A l'inverse, et c'est toute la beauté de ce que nous allons explorer, certains aliments possèdent des propriétés anti-inflammatoires puissantes, documentées scientifiquement. Le stress oxydatif, l'ennemi invisible de l'ADN. Le deuxième mécanisme clé, c'est le stress oxydatif. Chaque seconde, votre corps produit des radicaux libres, des molécules instables, hautement réactives, qui cherchent à arracher des électrons aux structures voisines pour se stabiliser. Normalement, ces radicaux libres sont neutralisés par vos systèmes antioxydants endogènes. La superoxyde dismutase, la catalase, le glutathion. Mais quand la production de radicaux libres dépasse la capacité antioxydante du corps à cause d'une mauvaise alimentation, de la pollution, du tabac, du stress, il s'attaque aux membranes cellulaires, aux protéines et surtout à l'ADN. Des dommages à l'ADN accumulés au fil des années, c'est précisément ce qui peut déclencher des mutations oncogéniques,
des mutations qui activent des oncogènes ou inactivent des gènes suppresseurs de tumeurs comme TP53, le gardien du génome. L'alimentation joue un rôle central dans cet équilibre. Certains aliments industriels génèrent des radicaux libres en excès, d'autres sont de puissants réservoirs d'antioxydants naturels. L'épigénétique, votre alimentation parle à vos gènes, le troisième pilier, et peut-être le plus révolutionnaire des découvertes récentes, c'est l'épigénétique. On a longtemps cru que nos gènes étaient un destin immuable, gravé dans le marbre. Si vous avez un gène de prédisposition au cancer du sein ou du côlon, vous portez ce risque en vous pour toujours, point final. L'épigénétique nous dit quelque chose de beaucoup plus nuancé et quelque part de beaucoup plus libérateur. Vos gènes sont actifs ou silencieux selon les signaux que vous leur envoyez. Et ces signaux, ce sont en grande partie ce que vous mangez, comment vous dormez, votre niveau de stress chronique, votre exposition aux toxines environnementales. Certains composés alimentaires peuvent littéralement éteindre des oncogènes ou rallumer des gènes suppresseurs de tumeurs qui avaient été mis en veille par des processus épigénétiques aberrants. C'est ici que la recherche devient fascinante et pleine d'espoir. Des molécules comme la sulforaphane du brocoli, le resveratrol du raisin rouge, les isoflavones du soja, ou encore la curcumine du curcuma, ont démontré des capacités épigénétiques remarquables dans des études in vitro et chez l'animal. Les études robustes chez l'humain sont encore en cours, mais les signaux sont suffisamment forts pour que des oncologues du monde entier commencent à intégrer des recommandations alimentaires précises dans leurs pratiques cliniques quotidiennes. Partie 2. Les crucifères, l'armée verte contre le cancer. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Et si je devais choisir une seule famille d'aliments à vous recommander pour leur potentiel anticancer le mieux documenté, je commencerai sans hésiter par les légumes crucifères. Brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, kale, chou rouge, bok choy, radis, roquette, navet, rutabaga. Voilà l'armée verte qui devrait envahir votre réfrigérateur et votre panier de courses. La sulforaphane, une molécule d'exception, la star de cette famille, c'est une molécule appelée la sulforaphane. Et son histoire est à la fois simple et extraordinaire. Dans les cellules des crucifères, il existe deux composés distincts qui vivent séparément dans des compartiments différents de la cellule. La glucoraphanine et une enzyme appelée la myrosinase. Quand vous coupez, mâchez ou écrasez le légume, ces deux compartiments se brisent, les molécules se rencontrent, et la réaction chimique qui s'ensuit produit de la sulforaphane. C'est un mécanisme de défense que la plante a développé pour se protéger contre les insectes et les champignons pathogènes. Et par un hasard magnifique de la biologie, cette molécule se révèle être un agent anticancé d'une puissance remarquable pour l'être humain. Comment agit-elle exactement? Par plusieurs mécanismes simultanés, ce qui la rend particulièrement intéressante. Premièrement, elle active le facteur de transcription NRF2, le grand chef d'orchestre des défenses antioxydantes du corps. En activant NRF2, la sulforaphane déclenche la production d'une cascade d'enzymes détoxifiantes qui neutralisent les carcinogènes avant même qu'ils n'aient le temps d'endommager l'ADN. C'est de la prévention en amont, au niveau moléculaire. Deuxièmement, elle inhibe les histones déacétylase. Ce sont des enzymes qui peuvent silencer des gènes suppresseurs de tumeurs. En les inhibant, la sulforaphane peut réactiver des gènes anticancés qui avaient été éteints de façon épigénétique dans des cellules précancéreuses. C'est une action épigénétique directe, fascinante dans ses implications. Troisièmement, elle induit l'apoptose dans les cellules cancéreuses. Elle déclenche le programme de mort cellulaire programmé dans les cellules qui ont échappé à leur contrôle. Des études ont montré cet effet sur des cellules de cancer du sein, de la prostate, du côlon, du poumon. Quatrièmement, elle inhibe l'angiogenèse tumorale en bloquant certaines voies de signalisation comme VEGF. Elle coupe littéralement le ravitaillement en sang des tumeurs. Comment maximiser la sulforaphane dans votre assiette? Maintenant, voici une information pratique cruciale que la plupart des gens ignorent complètement. La cuisson détruit la myrosinase, l'enzyme nécessaire à la production de sulforaphane. Si vous faites cuire votre brocoli trop longtemps, vous perdez une grande partie de ce potentiel. La solution, plusieurs options. D'abord, hachez finement le brocoli et le laissez reposer 20 à 40 minutes avant de le cuire. Pendant ce temps de repos, la réaction enzymatique a déjà eu lieu et la sulforaphane est déjà formée, stable à la chaleur. Ensuite, faites-le cuire à la vapeur douce, pas plus de 5 minutes, pour préserver un maximum de composés actifs. Ou encore, mangez une petite quantité de brocoli cru en association avec du brocoli cuit. Les enzymes actives du cru vont compenser la perte due à la cuisson. Les graines germées de brocoli, elles, contiennent jusqu'à 100 fois plus de glucoraphanine que le brocoli adulte. Quelques grammes de graines germées chaque jour représentent une dose de sulforaphane considérable. Elles sont faciles à faire germer chez soi en quelques jours avec du matériel très simple.
Les autres crucifères valent aussi le détour. Le chou de Bruxelles contient non seulement de la sulforaphane, mais aussi de l'indole 3-carbinol, un composé particulièrement étudié pour son rôle dans la modulation des estrogènes et la réduction du risque de cancer hormonodépendant. Le chou rouge est riche en anthocyanes, des pigments aux propriétés antioxydantes et anti-angiogéniques documentées. Le kale, star des années 2010, cumule les avantages des crucifères avec une densité nutritionnelle exceptionnelle en vitamine K, C et en lutéine. La recommandation scientifique actuelle pour un bénéfice optimal, au minimum 3 à 5 portions de légumes crucifères par semaine, avec une préparation qui préserve leurs composés bioactifs. Partie 3, les baies et fruits colorés. Des bombes d'antioxydants. Si les crucifères sont l'armée lourde, les baies et les fruits colorés sont les agents spéciaux de votre stratégie alimentaire anti-cancer. Et leur secret réside dans leurs pigments, ces couleurs intenses qui ne sont pas là par hasard. Les myrtilles, le summum de la protection. La myrtille, ou blueberry dans le monde anglo-saxon, est probablement l'aliment qui concentre le plus grand nombre d'antioxydants parmi tous les fruits courants. Sa couleur bleu-violet profond provient d'une famille de molécules appelées les anthocyanes, et ce sont elles qui font toute la différence. Les anthocyanes ont démontré dans de nombreuses études leur capacité à inhiber la prolifération de cellules cancéreuses, notamment dans les cancers du côlon, du sein, de l'estomac et du poumon. Un mécanisme particulièrement bien documenté est leur capacité à bloquer la voie de signalisation NF-κB, un facteur de transcription central, dans l'inflammation chronique et la survie des cellules cancéreuses. En bloquant NF-κB, les anthocyanes coupent une voie de signalisation que de nombreuses cellules tumorales utilisent pour résister à l'apoptose. La myrtille contient aussi de l'acide élagique, du resveratrol et du pterostilbène, un dérivé du resveratrol, qui présente une biodisponibilité supérieure et des effets anticancers prometteurs dans les recherches préliminaires. Une étude publiée dans le Journal of Agriculture and Food Chemistry a montré que des extraits de myrtille réduisaient la prolifération de cellules de cancer du sein de manière dose-dépendante. Plus la concentration est élevée, plus l'effet est marqué. C'est l'une des caractéristiques d'un vrai mécanisme biologique, pas d'un effet aléatoire. La fraise, la framboise, la mûre, une symphonie polyphénolique, chaque baie apporte sa propre signature chimique. La fraise est exceptionnellement riche en acide élagique, un polyphénol qui a montré une capacité à induire l'apoptose dans des cellules cancéreuses et à inhiber l'angiogénèse. La framboise combine anthocyanes et acide élagique dans des proportions remarquables. La mûre, souvent oubliée, est parmi les fruits les plus riches en anthocyanes et en capacité antioxydante totale mesurée par l'indice ORAC. Ces baies contiennent également des tanins hydrolysables, des flavonoïdes variés et de la vitamine C à des concentrations élevées. La vitamine C n'est pas seulement un antioxydant. Des recherches récentes menées par l'équipe du Dr Mark Levine au NIH ont montré qu'à des concentrations élevées, obtenues par voie intraveineuse, elle exerçait des effets cytotoxiques directs sur les cellules cancéreuses via la production de peroxyde d'hydrogène. Ce mécanisme à haute dose est différent de l'alimentation quotidienne, mais il illustre la richesse biologique de cette molécule que vous pouvez obtenir très simplement dans votre assiette. La cerise noire et le raisin rouge, le resveratrol sous les projecteurs. Le resveratrol est peut-être la molécule anti-cancer la plus médiatisée de ces 20 dernières années. Présent dans la peau du raisin rouge, des myrtilles, des cerises et des cacahuètes, il a été propulsé sous les feux des projecteurs par l'observation dite du paradoxe français. Comment se fait-il que les Français, grands consommateurs de graisses saturées, présentent un taux de maladies cardiovasculaires relativement faible? Une hypothèse émise dans les années 1990 suggérait le vin rouge et son resveratrol. Les recherches ont depuis montré que les choses sont plus complexes, mais l'intérêt pour le resveratrol reste intact. Cette molécule active les sirtuines, notamment sirturin, des enzymes impliquées dans la régulation du métabolisme cellulaire, la réparation de l'ADN et l'inflammation. En activant sirturin, le resveratrol peut moduler des voies de signalisation importantes dans le cancer, notamment celle de la kinase mTOR. Le resveratrol a aussi montré sa capacité à inhiber la COX-2, une enzyme pro-inflammatoire surexprimée dans de nombreux cancers. C'est d'ailleurs cette même cible que visent certains anti-inflammatoires non stéroïdiens, dont des études épidémiologiques ont suggéré un effet protecteur contre le cancer colorectal. Important à noter, la biodisponibilité du resveratrol est un défi. Il est rapidement métabolisé après ingestion. Manger du raisin entier, avec la peau, donne accès à toute la matrice polyphénolique du fruit, ce qui améliore l'absorption de l'ensemble des composés actifs. Le jus de raisin bio non filtré est une autre option. Le vin rouge, en revanche, vient avec un passager indésirable, l'alcool, lui-même classé carcinogène de groupe 1 par le CIERSC. La balance bénéfice-risque est donc défavorable pour ce vecteur spécifique.
Partie 4. L'AIL et les Aliacées. L'arme secrète de la Méditerranée. L'ail. Depuis des millénaires, à travers toutes les grandes civilisations médicales égyptiennes, grecques, chinoises, ayurvédiques, l'ail est utilisé comme remède universel. Pendant longtemps, la médecine moderne a regardé ses usages traditionnels avec condescendance. Aujourd'hui, la biologie moléculaire leur donne partiellement raison. L'allicine et ses dérivés, chimie d'une réaction en chaîne. Comme pour la sulforaphane du brocoli, la molécule active de l'ail, l'allicine, n'existe pas dans la gousse intacte. Elle se forme lors de la réaction enzymatique qui se produit quand vous écrasez ou hachez l'ail. L'alliine, un acide aminé soufré présent dans la gousse, entre en contact avec l'alliinase, une enzyme libérée lors de la rupture des cellules, et produit l'allicine. L'allicine est instable, elle se dégrade rapidement en une série de composés organosoufrés comme le diallylsulfure, le diallyl-disulfure et le diallyl-trisulfure. Et ce sont ces composés soufrés qui présentent l'essentiel des propriétés biologiques documentées. Le mécanisme d'action anticancée de ces composés est multiple. Ils inhibent l'activation des carcinogènes par les enzymes hépatiques de phase 1. Ils stimulent les enzymes de détoxification de phase 2, favorisant l'élimination des composés potentiellement mutagènes avant qu'ils n'endommagent l'ADN. Ils inhibent la prolifération cellulaire en bloquant le cycle cellulaire à la jonction G2. Ils induisent l'apoptose dans des cellules cancéreuses de multiples origines côlon, estomac, sein, poumon, et ils possèdent une activité anti-angiogénique documentée. Des études épidémiologiques de grande ampleur ont montré une corrélation inverse entre la consommation d'ail et le risque de cancers gastro-intestinaux, notamment le cancer de l'estomac et le cancer colorectal. Les populations méditerranéennes et asiatiques, grandes consommatrices d'ail, présentent des taux relativement plus faibles de ces cancers bien que d'autres facteurs alimentaires jouent aussi un rôle important dans ce tableau. Le truc pratique que tout le monde devrait connaître, comme pour le brocoli, la préparation fait toute la différence. Hachez ou écrasez l'ail et laissez-le reposer 10 minutes avant de le chauffer. Pendant ce temps, la réaction enzymatique se complète et les composés actifs formés sont beaucoup plus résistants à la chaleur que l'enzyme elle-même. Si vous jetez l'ail cru directement dans la poêle chaude, vous détruisez la lignase avant que la réaction puisse avoir lieu et obtenez des concentrations nettement inférieures de composés bioactifs. Cette astuce de 10 minutes est l'une des plus simples et des plus puissantes que vous puissiez adopter dès aujourd'hui. L'oignon, le poireau, la ciboulette, l'échalote, toute la famille compte. Les aliacées ne se limitent pas à l'ail. L'oignon est une source majeure de quercétine, un flavonoïde aux propriétés anticancées très bien documentées. La quercétine inhibe la prolifération cellulaire, induit l'apoptose et présente une activité anti-angiogénique. Elle est particulièrement étudiée pour son rôle protecteur contre le cancer du côlon et du poumon. L'oignon rouge est encore plus riche en anthocyanes que l'oignon jaune, cumulant ainsi les bénéfices des flavonoïdes et des pigments colorés. Le poireau contient des camphérols et d'autres flavonoïdes associés à une réduction du risque de cancer ovarien dans certaines études épidémiologiques. L'échalote présente des concentrations en composés organosoufrés parfois supérieures à celles de l'ail selon certaines analyses. La recommandation ? Introduire quotidiennement des aliacées sous différentes formes dans votre alimentation. Un plat sans oignons ou sans ail, c'est une occasion manquée. Partie 5. Les épices médicinales, curcuma, gingembre et cannelle. Les épices ont accompagné l'humanité depuis la nuit des temps, non seulement pour leur goût, mais comme agents médicinaux. Et certaines d'entre elles font aujourd'hui l'objet de programmes de recherche intensifs dans les plus grands centres d'oncologie du monde, le curcuma et la curcumine. La molécule aux 1000 études, la curcumine, pigment jaune extrait du rhizome de curcuma, est l'une des molécules naturelles les plus étudiées dans le monde de la recherche oncologique. Au moment où je vous parle, des milliers d'études lui ont été consacrées, des milliers d'articles publiés dans des journaux scientifiques à comité de lecture. Et ce qui en ressort est à la fois impressionnant et nuancé. Côté impressionnant, la curcumine interfère avec une multitude de voies de signalisation impliquées dans le cancer. Elle inhibe NF-κB, le même régulateur central de l'inflammation que nous avons mentionné pour les anthocyanes. Elle inhibe STAT3, un facteur de transcription surexprimé dans de nombreux cancers et impliqué dans la résistance au traitement. Elle bloque mTOR, un régulateur central de la croissance cellulaire. Enfin, elle module l'expression de nombreux oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs. Elle inhibe la COX-2, elle induit l'apoptose dans des dizaines de lignées cellulaires cancéreuses différentes. Elle inhibe l'angiogenèse et la migration cellulaire. Côté nuancé, la curcumine présente une biodisponibilité très faible quand elle est consommée seule. Elle est peu soluble dans l'eau, rapidement métabolisée et éliminée.
C'est pour cette raison que de nombreuses études prometteuses in vitro ou chez l'animal n'ont pas donné des résultats cliniques aussi spectaculaires qu'espérés chez l'humain. Mais la science a trouvé des solutions. Associée à la pipérine, un composé du poivre noir, la biodisponibilité de la curcumine augmente de 2000%, selon une étude de référence publiée en 1998 par Choba et al. Dans le journal Planta Medica. 2000%, c'est un chiffre extraordinaire. La simple association curcuma-poivre noir dans vos plats transforme radicalement l'efficacité de l'absorption. Une autre solution, dissoudre le curcuma dans une matière grasse de bonne qualité, huile d'olive, huile de coco, avant de l'incorporer à votre préparation. La curcumine étant liposoluble, l'association avec des graisses améliore significativement son absorption intestinale. La formule magique, curcuma plus poivre noir plus bonne graisse. Chaque jour. Le gingembre, un anti-inflammatoire naturel aux multiples visages. Le gingembre est utilisé depuis plus de 5000 ans en médecine ayurvédique et en médecine traditionnelle chinoise, principalement comme antiémétique et anti-inflammatoire. Ses principes actifs, les gingérols et les shogaols, ces derniers se forment lors du séchage du gingembre frais, ont montré des propriétés anticancers intéressantes dans de nombreuses études. Les gingérols inhibent la production de prostaglandines pro-inflammatoires en bloquant la COX-2 et la LOX5, deux enzymes de la voie de l'acide arachidonique étroitement impliqués dans l'inflammation et la progression tumorale. Des études ont montré que les extraits de gingembre inhibaient la prolifération de cellules cancéreuses gastro-intestinales, notamment dans le cancer colorectal et le cancer ovarien. Une méta-analyse publiée dans le journal Nutrition and Cancer a compilé les données de plusieurs études cliniques et observationnelles et conclut à une association entre la consommation régulière de gingembre et une réduction du risque de cancers gastro-intestinaux. Ces résultats méritent confirmation dans des essais randomisés de grande taille, mais ils sont cohérents avec les mécanismes biologiques identifiés. Le gingembre présente aussi un avantage pratique important pour les patients en cours de chimiothérapie. Il est l'un des antiémétiques naturels les plus efficaces et les mieux documentés, réduisant significativement les nausées induites par les traitements. Le Dr Gary Deng, directeur de la médecine intégrative au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York, l'intègre régulièrement dans ses recommandations pour les patients en cours de traitement. La cannelle, plus qu'un aromate, la cannelle, souvent reléguée au rang d'épice à dessert, mérite une place plus importante dans votre alimentation anti-cancé. Elle contient du cinnamaldéhyde, un composé qui a montré une capacité à inhiber la croissance tumorale en perturbant le métabolisme du glucose des cellules cancéreuses, un mécanisme particulièrement pertinent car les cellules cancéreuses présentent une dépendance au glucose bien supérieure aux cellules normales, phénomène connu sous le nom d'effet Warburg. La cannelle présente également des propriétés anti-angiogéniques et des effets sur la voie Wnt-bêta-caténine impliquée dans de nombreux cancers. Des études préliminaires suggèrent un intérêt particulier dans le cancer colorectal et le mélanome. Attention à choisir la cannelle de Ceylan Cinnamomum verum plutôt que la cannelle de Chine Cinnamomum cassia qui contient des quantités élevées de coumarine, pouvant être hépatotoxiques à forte dose. Partie 6. Les tomates et le lycopène. La prostate sous protection. Les tomates méritent un chapitre à part entière, non seulement parce qu'elles sont omniprésentes dans nos cuisines, mais parce que leur principal composé actif, le lycopène, a fait l'objet de recherches particulièrement cohérentes dans un type de cancer bien précis, le cancer de la prostate. Le lycopène, rouge de guerre. Le lycopène est un caroténoïde, un pigment liposoluble, qui donne aux tomates leur couleur rouge caractéristique. C'est l'un des antioxydants les plus puissants de la nature, avec une capacité à neutraliser les radicaux libres et notamment l'oxygène singulé, une forme particulièrement réactive d'oxygène supérieure à celle du bêta-carotène ou de la vitamine E. Mais ce qui rend le lycopène particulièrement intéressant, c'est sa distribution dans le corps humain. Il s'accumule préférentiellement dans certains tissus, les glandes surrénales, les testicules et surtout la prostate, où il atteint des concentrations plusieurs fois supérieures à celles observées dans le plasma sanguin. Cette accumulation préférentielle dans le tissu prostatique a conduit les chercheurs à s'interroger sur son rôle dans la biologie de la prostate. Une étude prospective menée par l'équipe d'Edward Giovannucci à Harvard, publiée dans le Journal of the National Cancer Institute, a suivi près de 50 000 professionnels de santé américains pendant plusieurs années. Résultat, les hommes consommant au moins 10 portions de produits à base de tomates par semaine présentaient un risque de cancer de la prostate réduit d'environ 35% par rapport à ceux qui en consommaient moins d'une portion et demie par semaine. C'est l'une des associations épidémiologiques les plus robustes dans le domaine de la nutrition et du cancer. La révélation de la cuisson, voici quelque chose de contre-intuitif que beaucoup de gens ignorent, contrairement à la plupart des composés actifs qui sont dégradés par la chaleur.
Le lycopène est nettement mieux absorbé dans les tomates cuites que dans les tomates crues. Deux raisons à cela. Premièrement, la chaleur brise les parois cellulaires de la tomate et libère le lycopène des matrices protéiques auxquelles il est lié, le rendant plus accessible aux enzymes digestives. Deuxièmement, elle favorise une isomérisation du lycopène, une transformation de sa conformation spatiale de la forme trans vers la forme cis, qui est mieux absorbée par l'intestin. Concrètement, une cuillerée de concentré de tomate ou une sauce tomate cuite contient plus de lycopène biodisponible qu'une grande tomate crue mangée en salade. Ce qui signifie que la sauce bolognaise, la sauce tomate du soir, le concentré de tomate intégré à vos plats, ce sont des formes particulièrement efficaces de consommation de lycopène. Et l'association avec une matière grasse, l'huile d'olive, typiquement améliore encore l'absorption de ce composé liposoluble. La combinaison tomate cuite plus huile d'olive est donc doublement bénéfique, un vecteur optimal pour un composé actif puissant. Au-delà du lycopène, la matrice entière de la tomate est aussi riche en quercétine, en acide chlorogénique, en vitamine C, en bêta-carotène et en plusieurs autres flavonoïdes qui agissent en synergie avec le lycopène. Cette synergie est importante. Des études ont montré que les effets protecteurs de la tomate entière sont supérieurs à ceux du lycopène pur isolé. C'est ce qu'on appelle l'effet matrice ou la phytosynergie. Les composés d'un aliment entier travaillent ensemble de façon plus efficace que chacun pris isolément. C'est un message fondamental que je veux vous transmettre dans cette vidéo. Méfiez-vous de la réductionnisme nutritionnel qui consiste à extraire un seul composé d'un aliment, à en faire un supplément et à croire qu'on obtient le même bénéfice que de manger l'aliment entier. La nature est plus intelligente que ça. Partie 7. Le thé vert 5000 ans de sagesse confirmée par la science. Si l'ail est la star de la Méditerranée, le thé vert est la star de l'Asie orientale. Et la corrélation entre la consommation traditionnelle de thé vert au Japon, en Chine et en Corée, et les taux relativement faibles de certains cancers dans ces populations, a depuis longtemps interpellé les chercheurs. Les catéchines, des molécules aux propriétés multiples. Le thé vert contient une famille de polyphénols appelés les catéchines, dont la plus abondante et la plus étudiée est l'épigalocatéchine 3-galate, ou EGCG. Rien que ce nom mérite qu'on s'y attarde, parce que l'EGCG est l'une des molécules naturelles les plus intensément étudiées dans la recherche anticancé mondiale. Le GCG est un puissant antioxydant environ 25 à 100 fois plus puissant que les vitamines C et E, selon certaines mesures. Mais ses propriétés anticancer dépassent largement son activité antioxydante directe. Le GCG inhibe plusieurs tyrosine kinases, des enzymes clés dans la signalisation de la croissance cellulaire. Elle bloque notamment l'EGFR, le récepteur du facteur de croissance épidermique, surexprimé dans de nombreux cancers et cible de plusieurs thérapies ciblées modernes comme le cetuximab ou le gefitinib. Le fait qu'une molécule naturelle présente dans votre tasse de thé cible le même récepteur que des médicaments onéreux de thérapie ciblée est remarquable. Elle inhibe également R2, un autre récepteur tyrosine kinase amplifié dans certains cancers du sein agressif. Et elle bloque VEGFR, le récepteur du facteur de croissance vasculaire endothéliale, réduisant ainsi la capacité des tumeurs à développer leur propre réseau vasculaire. Des études épidémiologiques menées au Japon ont montré que les femmes consommant plus de 5 tasses de thé vert par jour présentaient un risque de rechute après traitement du cancer du sein, significativement inférieur à celles qui n'en buvaient pas ou peu. Une étude du National Cancer Center de Tokyo, portant sur plus de 26 000 femmes japonaises, a montré une réduction du risque de cancer du sein de 22% pour les consommatrices régulières de thé vert. Comment préparer votre thé pour maximiser les catéchines? La préparation compte énormément. L'eau trop chaude au-dessus de 80 degrés détruit une partie des catéchines et altère le goût. La température idéale se situe entre 70 et 80 degrés Celsius. Le temps d'infusion optimal est de 2 à 3 minutes. Une infusion trop longue libère des tanins qui réduisent la biodisponibilité des catéchines. L'ajout de jus de citron améliore significativement la stabilité des catéchines dans le tube digestif. La vitamine C protège ces molécules fragiles des enzymes et des conditions acido-basiques du tractus gastro-intestinal, les rendant plus disponibles pour être absorbés. Une étude de l'université Purdue a montré que l'ajout de citron augmentait la disponibilité des catéchines du thé de 13 à 90. Le thé vert en poudre, le matcha, est particulièrement concentré en EGCG car vous consommez la feuille entière, pas seulement une infusion. Un gramme de matcha contient environ 10 fois plus de catéchines qu'une tasse de thé vert standard. C'est pourquoi le matcha, popularisé en Occident ces dernières années, mérite pleinement sa réputation nutritionnelle. Partie 8. Les légumineuses et les fibres. Le microbiome au cœur du débat. Voici quelque chose que peu de gens associent intuitivement à la protection contre le cancer. Les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, fèves et les aliments riches en fibres en général. Et pourtant, leur rôle dans la prévention du cancer colorectal
est l'un des mieux établis de toute la littérature en nutrition oncologique. Le microbiome intestinal, un organe immunitaire ignoré, notre intestin abrite environ 38 000 milliards de bactéries, plus que le nombre de cellules dans notre propre corps. Cet écosystème microbien, qu'on appelle le microbiome intestinal, a des fonctions qui dépassent de très loin la simple digestion. Il produit des vitamines, module le système immunitaire, régule le métabolisme des hormones stéroïdiennes et produit des métabolites qui exercent des effets directs sur les cellules intestinales. La recherche des 10 dernières années a révélé quelque chose de fondamental. La composition de votre microbiome influence votre risque de cancer colorectal et probablement d'autres cancers via des effets systémiques sur l'immunité et l'inflammation. Certaines bactéries, comme Fusobacterium nucleatum, sont surreprésentées dans les tumeurs colorectales et semblent favoriser la progression tumorale. D'autres, comme les Lactobacillus et les Bifidobacterium, ont des effets potentiellement protecteurs. Et ce qui nourrit un microbiome protecteur, en particulier les fibres fermentescibles et les prébiotiques que les bactéries bénéfiques de votre côlon utilisent comme substrat énergétique pour se multiplier et produire des métabolites protecteurs. Les butyrates, les gardiens de la muqueuse colique, quand les bactéries du côlon fermentent les fibres végétales, elles produisent des acides gras à chaîne courte, notamment l'acétate, le propionate et surtout le butyrate. Le butyrate est le carburant préféré des colonocytes, les cellules qui tapissent la paroi du côlon. Mais son rôle est loin de se limiter à la nutrition cellulaire. Le butyrate est un puissant inhibiteur des histones déacétylases, vous vous souvenez? Ces mêmes enzymes que la sulforaphane inhibe. En les bloquant, le butyrate maintient ouverte la chromatine autour de gènes suppresseurs de tumeurs, favorisant leur expression. Il induit l'apoptose dans les cellules cancéreuses coliques tout en protégeant les cellules normales. Et il renforce la barrière intestinale, réduisant la perméabilité intestinale qui contribue à l'inflammation systémique. C'est un mécanisme élégant, vous mangez des fibres, des bactéries les transforment en butyrate. Le butyrate protège votre côlon contre le cancer. La nature a conçu un système de protection remarquablement efficace à condition que nous lui fournissions le bon carburant. Quelles fibres et où les trouver? Les légumineuses sont parmi les sources les plus riches en fibres fermentescibles. Les lentilles, notamment 100 g de lentilles cuites, apportent environ 8 g de fibres, dont une proportion importante de fibres solubles fermentescibles. Elles sont aussi une excellente source de résistance starch l'amidon résistant qui atteint le côlon intact et est fermenté par les bactéries en butyrate. Les haricots noirs, les pois chiches, les haricots rouges, toute cette famille mérite d'être consommée plusieurs fois par semaine. L'avoine, riche en bêta-glucane, une fibre soluble particulièrement bien fermentée. Les artichauts, les topinambours, les asperges et les poireaux sont d'excellentes sources de fructoligosaccharides et d'inuline, des prébiotiques puissants. La recommandation internationale est de consommer au moins 25 à 30 g de fibres par jour. La population occidentale moyenne en consomme environ 15 g. Ce déficit chronique en fibres est l'une des explications de l'épidémie de cancer colorectal dans les pays industrialisés. Partie 9. Les noix, les graines et les acides gras essentiels. Votre cerveau est fait à 60% de graisse. Vos membranes cellulaires sont des bicouches lipidiques. La signalisation inflammatoire est profondément influencée par la nature des acides gras que vous consommez. Et dans un pays où l'alimentation industrielle a massivement déséquilibré le ratio oméga-6, oméga-3. Corriger ce rapport est l'une des interventions les plus simples et les plus impactantes que vous puissiez faire. Le déséquilibre oméga-6, oméga-3, comprendre la mécanique dans une alimentation traditionnelle telle que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs la connaissaient. Le ratio entre acides gras oméga-6 et oméga-3 était de l'ordre de 1,1 à 4,1. Dans l'alimentation occidentale moderne, ce ratio est typiquement de 15,1, 20. Pourquoi est-ce important? Parce que les oméga-6 et les oméga-3 sont en compétition pour les mêmes enzymes métaboliques et parce que leurs produits de dégradation ont des effets opposés sur l'inflammation. Les dérivés des oméga-6, notamment l'acide arachidonique, sont les précurseurs des prostaglandines et des leucotriènes pro-inflammatoires. Les dérivés des oméga-3, les EPA et DHA, sont les précurseurs des résolvines, des protectines et des maréennes qui sont des médiateurs de résolution de l'inflammation. Un excès chronique d'oméga-6 crée donc un état inflammatoire chronique, exactement le terrain biologique que nous cherchons à éviter. Les noix, la championne incontestée. La noix de Grenoble est la seule noix à contenir des quantités significatives d'acide alpha-linolénique, un acide gras oméga-3 d'origine végétale. Une poignée de noix, environ 28 g, apporte 2,5 g d'ALA, couvrant les besoins quotidiens recommandés. Mais au-delà des oméga-3, les noix contiennent de l'acide élagique, des tocophérols, du mélatonine, oui, de la mélatonine, l'hormone du sommeil, qui possède aussi des propriétés antioxydantes et des effets oncostatiques documentés, et des phytostérols.
Cette composition complexe en fait l'une des noix aux propriétés anti-cancer les mieux étudiées. Une étude de cohorte publiée dans le British Journal of Cancer a montré que les femmes consommant régulièrement des noix avaient un risque de cancer du sein réduit d'environ 57% par rapport à celles qui n'en consommaient pas. D'autres études ont montré des effets protecteurs pour le cancer de la prostate et le cancer colorectal. Une méta-analyse récente a compilé les données de 20 études et conclu à une réduction significative du risque de cancer global chez les grands consommateurs de noix. Les graines de lin, des petites bombes de protection hormonale, les graines de lin méritent une mention spéciale, notamment pour les femmes. Elles sont la source la plus riche en lignanes végétaux des phytoestrogènes qui se comportent comme des modulateurs sélectifs des récepteurs aux estrogènes, similairement aux tamoxifènes dans leur mécanisme mais beaucoup moins puissants. Les lignanes se transforment dans l'intestin sous l'action des bactéries du microbiome en entérolactone et entérodiol qui peuvent se lier aux récepteurs aux estrogènes et moduler leurs effets. Des études épidémiologiques suggèrent que des niveaux sanguins élevés d'entérolactone sont associés à un risque réduit de cancer du sein, notamment du type hormonodépendant. Les graines de lin contiennent aussi des quantités importantes d'ALA et de fibres. Mais attention, les graines entières traversent le tube digestif sans être digérées. Il faut les moudre des graines fraîches ou acheter de la farine de lin et les conserver au réfrigérateur pour éviter l'oxydation des acides gras. 1 à 2 cuillerées à soupe de graines de lin moulues par jour, incorporées dans un yaourt, un smoothie ou saupoudrées sur vos céréales, est une habitude simple et très bénéfique. Les poissons gras, les oméga 3 préformés, les acides gras EPA et DHA présents directement dans les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, harengs et choix sont nettement mieux absorbés et utilisés que l'ALA végétal qui doit d'abord être converti en EPA et DHA par votre corps avec un rendement assez faible. Ces acides gras longue chaîne exercent des effets anti-inflammatoires puissants, modulent les voies de signalisation impliquées dans la prolifération cellulaire et l'apoptose, et ont montré des effets protecteurs dans plusieurs types de cancers dans les études épidémiologiques. 2 à 3 portions de poisson gras par semaine est la recommandation actuelle de la plupart des organismes nutritionnels et oncologiques. Partie 10, le chocolat noir, le café et la vitamine D, les surprises de la liste. Voici le moment que vous attendiez peut-être, les bonnes nouvelles. Parce que la liste des aliments anti-cancer inclut aussi des éléments que vous n'auriez peut-être pas soupçonnés. Le chocolat noir, la gourmandise qui protège. Le chocolat noir, je dis bien chocolat noir avec au moins 70% de cacao, est l'une des sources les plus concentrées en flavanols de l'alimentation humaine. Les flavanols du cacao, notamment l'épicatéchine et la catéchine, sont les mêmes molécules que celles du thé vert. Dans le cacao brut non transformé, ces concentrations sont exceptionnellement élevées. Ces flavanols ont montré des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-angiogéniques dans plusieurs études. Ils inhibent l'oxydation du LDL cholestérol, réduisent les marqueurs inflammatoires comme la CRP et modulent positivement plusieurs voies de signalisation impliquées dans le cancer. Une étude de l'université Harvard, publiée dans le Journal of the American Medical Association, a montré que la consommation régulière de chocolat noir était associée à une réduction de l'inflammation chronique mesurée par les biomarqueurs sanguins. Des études in vitro ont montré que les extraits de cacao induisaient l'apoptose dans des cellules de cancer du côlon. La recommandation, 20 à 30 grammes de chocolat noir à 70% minimum par jour. Ça ne s'appelle pas de la gourmandise, ça s'appelle une stratégie nutritionnelle documentée. Attention cependant, le chocolat au lait et le chocolat blanc ne présentent pas ces bénéfices. Le processus de fabrication du chocolat au lait dilue les flavanols et les protéines du lait interfèrent avec leur absorption. C'est le chocolat noir et uniquement le chocolat noir qui compte. Le café, la surprise totale. Si l'on m'avait dit il y a 20 ans que le café figurait sur ma liste d'aliments anti-cancer, j'aurais été sceptique. Et pourtant, l'accumulation des données épidémiologiques en faveur du café est l'une des plus impressionnantes dans le domaine de la nutrition et du cancer. Le café est l'une des boissons les plus complexes sur le plan chimique. Il contient plus de 1000 composés bioactifs différents. Les plus importants pour notre sujet sont les acides chlorogéniques des polyphénols, aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, et la caféine elle-même, qui présente des propriétés biologiques propres. Des méta-analyses portant sur des millions de participants ont montré des associations inverses entre la consommation de café et le risque de cancer du foie, de cancer colorectal, de cancer du sein, de cancer de la bouche et du pharynx, et de cancer de l'endomètre. La réduction du risque de cancer du foie est particulièrement marquée jusqu'à 40% de réduction pour les consommateurs de 4 tasses ou plus par jour, dans plusieurs études indépendantes. Le mécanisme central dans le cancer du foie semble lié à la réduction de la fibrose hépatique et à la diminution des marqueurs d'inflammation et d'enzymes hépatiques, des facteurs de risque venus du carcinome hépatocellulaire.
Pour les autres cancers, les mécanismes sont multiples et encore en cours d'élucidation. Le café décaféiné présente une partie des bénéfices, suggérant que les acides chlorogéniques jouent un rôle indépendant de la caféine. Mais le café normal semble légèrement plus protecteur dans la plupart des études. La vitamine D, l'hormone vitamine que 70% d'entre vous manquent. La vitamine D n'est pas un aliment à proprement parler, c'est une vitamine liposoluble que notre peau synthétise sous l'effet des UVB solaires et qu'on trouve en concentration significative dans peu d'aliments. Les poissons gras, l'huile de foie de morue, les œufs, les champignons exposés aux UV. Mais elle mérite une place dans cette vidéo parce qu'elle est l'un des acteurs les plus importants de la biologie anti-cancer, et parce que la carence en vitamine D est endémique dans les populations des latitudes nordiques, notamment en Europe du Nord et au Canada. La vitamine D active est une hormone, le calcitriol, qui se lie à des récepteurs nucléaires présents dans pratiquement toutes les cellules du corps. Via ces récepteurs, elle régule l'expression de plusieurs centaines de gènes, dont de nombreux impliqués dans la différenciation cellulaire, l'apoptose, l'immunité et la régulation de la croissance cellulaire. Des méta-analyses ont montré des associations inverses entre les niveaux sanguins de vitamine D et le risque de cancer colorectal, de cancer du sein, de cancer de la prostate et de cancer pulmonaire. Une étude de Grassroots Health, incluant des dizaines de milliers de participants, a montré que les individus avec des niveaux de 25 dosar vitamine D supérieurs à 60 ng/ml avaient un risque de cancer du sein réduit de 82% par rapport à ceux avec des niveaux inférieurs à 20 ng/ml. Ces données observationnelles ne prouvent pas la causalité, mais elles sont cohérentes avec la biologie connue de la vitamine D et justifient pleinement de maintenir un niveau sanguin optimal. L'exposition solaire quotidienne de la peau non protégée pendant 15 à 20 minutes, visage et avant-bras, entre 10 h et 15 h en été produit la vitamine D nécessaire aux latitudes méditerranéennes. En hiver, sous des latitudes plus nordiques, la synthèse cutanée est quasi inexistante et la supplémentation devient souvent nécessaire. Partie 11. Les champignons médicinaux. La frontière immunitaire. Les champignons occupent une place particulière dans l'alimentation anti-cancer, notamment dans les traditions médicinales asiatiques où certaines espèces sont utilisées depuis des millénaires comme agents immunomodulateurs. Et la science moderne commence à leur donner raison. Et les bêta-glucanes, programmeurs du système immunitaire. Le mécanisme central par lequel de nombreux champignons exercent leurs effets anti-cancer passe par les bêta-glucanes des polysaccharides complexes présents dans leurs parois cellulaires. Ces molécules se lient à des récepteurs spécifiques sur les cellules immunitaires, notamment les macrophages, les cellules NK natural killer et les lymphocytes T, et les activent. En stimulant ces cellules immunitaires, les bêta-glucanes améliorent la surveillance immunitaire contre les cellules cancéreuses. Les cellules NK sont en quelque sorte les forces de reconnaissance du système immunitaire, elles patrouillent en permanence et détruisent les cellules qui présentent des anomalies. Des études ont montré que certains bêta-glucanes de champignons augmentaient significativement l'activité des cellules NK. Le shiitake contient du lantinane, un bêta-glucane qui a fait l'objet d'études cliniques au Japon comme immunoadjuvant dans le traitement du cancer gastrique. Le maitake contient du défraction, une forme spécifique de bêta-glucane particulièrement bien étudiée pour ses effets immunostimulants. Le reishi Ganoderma lucidum contient des ganodérans et des acides ganodériques aux propriétés anticancers multiples. Le shiitake est le plus facilement disponible dans les supermarchés occidentaux. Le maitake et le reishi se trouvent plus facilement en magasins de produits naturels ou sous forme d'extrait. Le champignon de Paris ordinaire est moins concentré en bêta-glucane mais contribue tout de même à l'apport total. Partie 12. Ce que vous devez réduire ou éliminer. La face cachée de l'équation. Parler d'aliments anti-cancer sans aborder les aliments pro-cancer serait incomplet et même quelque peu malhonnête. Parce que si d'un côté vous construisez un terrain biologique protecteur et que de l'autre vous continuez à l'abîmer avec certains aliments, l'effet net sera limité. Les viandes transformées, un carcinogène de groupe 1, en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a classé les charcuteries et viandes transformées saucisses, bacon, jambon, hot dog, corned beef en carcinogènes de groupe 1, la même catégorie que le tabac et l'amiante. La classification se base non pas sur l'intensité du risque, mais sur la solidité de la preuve scientifique. Les mécanismes sont multiples. Les nitrites utilisés comme conservateurs se transforment en nitrosamines carcinogènes dans le tractus gastro-intestinal. La cuisson à haute température des viandes rouges génère des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des amines hétérocycliques, toutes deux mutagènes. Le fer héminique des viandes rouges en excès favorise le stress oxydatif dans le côlon. La recommandation n'est pas d'éliminer totalement la viande rouge maigre non transformée,
mais de la limiter à 2 portions par semaine maximum et d'éliminer ou réduire drastiquement les charcuteries. Le sucre et les produits ultra transformés, les cellules cancéreuses ont une dépendance exceptionnelle au glucose, elles en consomment 10 à 20 fois plus que les cellules normales, même en présence d'oxygène. C'est l'effet Warburg, découvert par Otto Warburg en 1924 et qui lui valut le prix Nobel. Cela ne signifie pas que manger du sucre cause directement le cancer, mais l'hyperglycémie chronique et l'hyperinsulinémie qui résultent d'une alimentation riche en sucre rapide créent un environnement hormonal pro-inflammatoire et pro-prolifératif via l'axe IGF-1-insuline qui est un promoteur puissant de la croissance cellulaire cancéreuse. Ou les produits ultra transformés définis par la classification NOVA comme des produits contenant des ingrédients industriels inexistants dans une cuisine domestique cumulent généralement plusieurs problèmes. Excès de sucre raffiné, de sel, d'acides gras trans ou saturés, d'additifs dont certains sont controversés, et absence quasi totale des composés protecteurs que nous venons de passer en revue. L'alcool, pas de dose sûre pour le cancer. L'alcool est classé carcinogène de groupe 1 par le CIERSC, impliqué dans au moins 7 types de cancers. Bouche, pharynx, larynx, œsophage, foie, côlon et sein. Pas de dose seuil en dessous de laquelle le risque est nul, chaque verre supplémentaire augmente légèrement le risque. Le mécanisme principal passe par l'acétaldéhyde, le premier métabolite de l'alcool, qui est lui-même mutagène et carcinogène. L'alcool interfère aussi avec le métabolisme des folates, un nutriment essentiel à la réplication fidèle de l'ADN. Partie 13, construire votre liste de courses anti-cancer, plan d'action concret. Nous voilà arrivés à la partie la plus concrète de cette vidéo. Je vais vous donner une liste de courses, la liste que tout le monde devrait avoir chez soi, organisée par catégorie et accompagnée d'indicateurs pratiques. Légumes à avoir en permanence, brocolis et choux-fleurs, achetez-en régulièrement, consommez-les 3 à 5 fois par semaine, préparés selon la méthode des 10 minutes de repos avant cuisson que nous avons détaillée. Cales et épinards, source exceptionnelle de folate, de lutéine, de quercétine et de chlorophylle. Tomates en conserve, en concentré ou fraîches, cuisinées avec de l'huile d'olive. Carottes et patates douces riches en bêta-carotène. Ail et oignons présents dans pratiquement tous vos plats. Fruits à intégrer régulièrement, myrtilles, framboises, fraises mûres fraîches ou surgelées, les deux se valent sur le plan nutritionnel. Les fruits surgelés sont souvent récoltés à maturité et rapidement congelés, préservant très bien leur polyphénol. Raisins rouges avec la peau. Grenade, leur jus est l'un des plus concentrés en polyphénol de la nature. Agrumes riches en limonoïdes et en flavonoïdes comme la naringinine et l'hespéridine. Épices et condiments, curcuma à utiliser quotidiennement, toujours avec du poivre noir et une bonne graisse. Gingembre frais râpé sur vos plats, infusé dans de l'eau chaude. Cannelle de Ceylan. Ale déjà mentionné. Persil et coriandre fraîches riches en flavonoïdes. Protéines et matières grasses, poisson gras 2 à 3 fois par semaine. Sardines en conserve, maquereau, saumon. Légumineuses lentilles, haricots, pois chiches, plusieurs fois par semaine. Noix de Grenoble et amandes une poignée quotidienne. Graines de lin moulues 1 à 2 cuillerées par jour. Huile d'olive extra vierge. Pour la cuisson douce et l'assaisonnement. Œufs de poule élevés en plein air, riches en DHA et en xéaxanthine. Boisson, thé vert 2 à 4 tasses par jour à 70-75 degrés avec un filet de citron. Boisson, café 2 à 4 tasses par jour si vous le tolérez bien. Boisson, eau filtrée abondante. Supplément à discuter avec votre médecin. Vitamine D3, notamment en hiver. Faire doser son taux de 25 OR vitamine D est le préalable. Oméga 3 et EPA DHA si la consommation de poissons gras est insuffisante. Les graines germées de brocoli comme source concentrée de sulforaphane. Les conclusions, nous avons parcouru ensemble un territoire vaste et fascinant. De la biologie moléculaire du cancer au rayon de votre supermarché. Des mécanismes épigénétiques de la sulforaphane à la tasse de thé vert qui se prépare dans votre cuisine. Des bêta-glucanes, des champignons aux oméga 3 des sardines. Ce que j'espère que vous retenez de cette vidéo, ce n'est pas une liste à mémoriser. C'est une façon de penser l'alimentation différemment non plus comme une simple source de plaisir ou d'énergie, mais comme un dialogue permanent entre ce que vous mangez et votre biologie la plus profonde. Vos gènes ne sont pas un destin. Votre microbiome change en quelques semaines selon ce que vous lui donnez. Vos cellules répondent aux molécules que vous leur adressez à chaque repas. Le cancer est une maladie complexe, multifactorielle, et qui dépend de bien d'autres facteurs que l'alimentation, la génétique, l'environnement, le stress, l'activité physique, le sommeil. Mais l'alimentation est peut-être le levier le plus accessible, le plus quotidien, le plus immédiatement actionnable sur lequel vous avez un contrôle direct. Chaque repas est une opportunité.
Pas une obligation anxiogène, une opportunité. L'opportunité de nourrir votre corps avec les molécules qui parlent à vos gènes dans le bon langage, qui équilibrent votre inflammation, qui soutiennent votre immunité. La liste des aliments anti-cancer que nous avons dressés ensemble aujourd'hui, les crucifères, les baies, l'ail, le curcuma, le thé vert, les légumineuses, les noix, les poissons gras, les champignons n'est pas une liste austère de privation. C'est une liste de richesse. C'est la base d'une alimentation délicieuse, colorée, variée, ancrée dans les traditions culinaires les plus saines du monde méditerranéenne, japonaise, indienne. La science vous dit, les populations qui mangent ainsi depuis des générations présentent des taux de cancer significativement inférieurs aux nôtres, pas d'un facteur 2 ou 3. Dans certains cas, de façon bien plus dramatique. Vous avez maintenant les connaissances, vous avez la liste. La prochaine étape, c'est le passage à l'action à votre prochain repas, à votre prochain passage en caisse au supermarché. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si elle a changé quelque chose dans votre regard sur votre assiette, partagez-la, parce que cette information mérite d'être connue largement. Prenez soin de vous et mangez bien